Je crois que nous sommes en direct. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce nouveau webinaire organisé entre Spartid et OPP-BTP. Nous accueillons d'ailleurs pour l'occasion Anthony Saez, social media et digital marketing chez OPP-BTP, et Gérald Leroy, chef de formation initiale chez OPP-BTP également. Donc, bonjour messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous. Pour rappel, du coup, ce webinaire va durer 45 minutes. Le thème est le suivant, les 7 conseils pour bien communiquer et animer sa formation. Alors bien sûr, pour la partie un peu opérationnelle, il y a un chat. Évidemment, pour les participants, vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a un temps qui est dédié à la fin pour y répondre, donc à cet effet. Peut-être pour démarrer et mettre un peu de contexte, je vous propose de présenter finalement OPP-BTP, de nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Oui, donc c'est moi qui m'y colle. Donc rebonjour à tous. Alors l'OPP-BTP, on est un organisme technique paritaire de la branche du bâtiment et des travaux publics. Donc on a pour mission l'expertise, c'est-à-dire identifier des solutions de prévention, la promotion en construisant des arguments et en portant des messages de prévention auprès des acteurs de la construction, et l'accompagnement des entreprises et des autres acteurs de la construction, que ce soit en assistance technique ou en conseil et en formation. Donc c'est 3 enjeux qui guident notre organisme. Ça va être de poursuivre la mobilisation des entreprises et de leurs salariés pour faire baisser les accidents graves et mortels, puisque c'est un secteur qui malheureusement est sujet à ce genre d'accident, et également donc améliorer les conditions de travail pour les collaborateurs. Voilà. Et tout ça, on le fait grâce à un réseau de conseillers qui sont répartis dans toute la France et à travers 13 agences, encore une fois réparties dans toute la France, et on se base sur des outils pratiques, des fiches conseils, des solutions, et bien évidemment notre site préventionbtp.fr qui est une mine d'informations pour toutes les entreprises du secteur du BTP. Très clair. Et du coup, pour former ces apprenants, vous avez mis en place un projet 100 minutes pour la vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce projet? Oui, c'est ça. Je vais laisser la parole à Gérald qui va vous expliquer tout ça. Donc, rebonjour à tous. Effectivement, 100 minutes pour la vie, c'est un événement qui a une grosse dizaine d'années chez nous. Il a été lancé en 2019. Il est porté par le service formation initiale de l'OPP-BTP. La destination initialement était les jeunes arrivant dans les métiers du BTP, donc dans les formations du métier du BTP, c'est-à-dire les établissements comme les lycées professionnels ou les CFA. Cet événement était dans un premier temps présentiel, donc on avait un animateur OPP-BTP qui s'adressait à un groupe. Ça touchait 115, 120 établissements pour un public annuel d'à peu près 17 000 apprenants touchés. Alors c'est un projet effectivement qui était demandeur de ressources humaines de notre côté, hein, puisque sur cet événement qui était sur 6 semaines, ça demandait donc de mobiliser les animateurs chez nous. On n'avait pas forcément de retour direct avec les jeunes, puisque de par le présentiel, on avait un format qui se déroulait sur 100 minutes, hein, d'où le titre d'ailleurs, mais pas forcément d'échange dans la durée avec les jeunes, hein, c'était assez restrictif sur le modèle. La question de la refonte de cet outil s'est posée, on va dire, de par peut-être le vieillissement de l'outil, la nécessité de revoir ce concept. Mais ce qui a surtout accéléré cette refonte, c'est le contexte Covid, hein, qui nous a demandé de revoir le produit. Donc c'est à ce moment-là, j'imagine que vous êtes passé au format digital, c'est ça? C'est ça. Ce fameux Covid nous a pas forcément facilité la chose en termes de projection. Quand on a dû commencer à réfléchir au planning de déploiement, il y avait énormément d'incertitudes quant aux capacités d'accueil physique de nos collaborateurs, de le fait de pouvoir regrouper les jeunes pour ces événements.
Et on n'a absolument pas souhaité reporter cet événement, parce qu'il n'était en aucun cas question d'annuler une année cet événement, qui est quand même un acte fort de notre part. Hein. C'est le premier, on va dire, la première piqûre prévention qu'on fait aux futurs opérateurs BTP, quels qu'ils soient. Donc c'était un moment qu'on a absolument, qu'on voulait absolument pas rater. Et on s'est tourné sur une solution distancielle pour pouvoir assurer cet événement. Et du coup, pour comparer avec le présentiel avant, comment vous avez mis ça en place, puisque ça a dû être nouveau pour tout le monde, les établissements, etc. Comment s'est passé en tout cas le lancement de ce projet-là? Alors, au niveau de ce concept-là, on a eu, on va dire, très peu de temps pour y réfléchir, parce que la décision du distanciel s'est faite en septembre. On a eu quelques mois pour benchmarker quelques solutions techniques, et l'animation était prévue, et ça c'était une deadline non négociable, à partir du 11 janvier 2021, pour un événement de 8 semaines. Donc on avait quand même une pression là-dessus. D'où la constitution d'une équipe projet. On a également la possibilité de notre côté de pouvoir piocher dans nos ressources. Hein. Anthony en a parlé tout à l'heure. On est un organisme également où nos missions d'information nous donnent accès à certaines ressources documentaires, photographiques, illustrations, qui nous ont permis on va dire, de concevoir une banque, on va l'appeler comme ça, une banque de questions avisée de pouvoir interroger, animer une séquence événementielle auprès de ces jeunes arrivants. Ok, très clair. Déjà, félicitations pour ce projet, parce que 17 000 apprenants, ça correspond d'ailleurs à combien d'établissements? Alors, on a, comment dire, en termes de cible, on était à peu près à 120, 130 établissements qui ont participé à cet événement. Et le fait de passer en distanciel nous a ouvert pas mal de barrières, notamment la possibilité d'ajouter des établissements supplémentaires au fil de l'aventure. Hein. Ça a été le cas pour une petite dizaine d'établissements qu'on a pu inscrire. Initialement, ils n'étaient pas prévus dans cet événement, et on les a embarqués avec nous dans cette aventure. Et idem, hein, sur les participants. Initialement, en présentiel, on se focalisait sur les premières années. Et la solution distancielle nous a permis, faisant tomber les barrières de ressources humaines, de pouvoir s'adresser à l'intégralité du public apprenant sur ces filières-là, CAP, BP, Bac Pro. C'est sur la droite de la slide, d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est une des affiches que vous aviez mis dans les établissements, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Pour pouvoir communiquer, on a construit donc un kitcom qui a été fait en collaboration avec la Digicom, avec Anthony, qui a été mis à disposition des établissements pour pouvoir, eux, déployer cette solution distancielle auprès de leurs apprenants. Donc oui. L'affiche faisait partie de ce kitcom. C'est une très bonne transition, justement, parce que j'imagine que la communication a forcément dû être différente, de passer présentiel au digital. Alors là, du coup, on va rentrer dans le cœur du sujet. Quels étaient à ce niveau-là les conseils que vous auriez à donner, justement, pour communiquer avec tous ces joueurs et assez rapidement, dans un temps réduit? Comment vous avez mis ça en place? Déjà, comme vous l'a dit Gérald, il y avait ce challenge, je ne vais pas parler de problématique, mais ce challenge de temps. C'est-à-dire que nous, le jour où la direction appuyait sur le bouton pour dire on maintient les 100 minutes et j'en parle toujours avec Gérald avec un sourire, parce que il y a qu'à Faucon, mais c'est pas méchant, c'est qu'il a fallu se retourner très rapidement, et c'est là aussi la force de l'équipe projet qu'a monté Gérald. Donc une fois qu'on s'est dit il faut monter le projet, il a fallu qu'on identifie en interne et en externe les parties prenantes, et pour pouvoir, si je peux dire, en fait, embarquer un maximum de monde. Il a fallu qu'on arrive à convaincre nos collègues de la pertinence de cette opération full digital, et aussi les établissements. Et alors les établissements, ils ont été relativement faciles à convaincre, parce que là où on arrivait avant avec, je prends toujours l'image de la caravane du Tour de France, hein, on se déplaçait vraiment avec un camion, on allait dans les établissements les uns après les autres, avec une logistique, il y avait une petite régie qui était mise en place et tout ça.
Bon, bah là, en gros, on a dit aux établissements, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est réceptionner un kit de com. Bon, bah vous documentez, et puis il y a également nos conseillers qui sont allés, qui se sont déplacés dans quelques établissements pour présenter le projet ou qui ont fait des réunions à distance. Mais voilà, en gros, on était sur une logistique extrêmement agile. Donc, une fois qu'on a identifié et qu'on s'est assuré de la participation et de la volonté des parties prenantes, déjà c'était beaucoup plus simple. Deuxième point, et c'est là la force, je dirais, de ce parti, on va faire un petit peu de pub, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est que on a une équipe, hein, j'ai un collègue en face de moi qui est chef de projet digital, donc on a une équipe qui développe des outils, des applications. Sauf que concrètement, vu le temps qu'on avait, c'était impossible. C'était impossible, ça aurait été une usine à gaz pour nous de développer une appli mobile dédiée. Et c'est comme ça qu'on a sourcé Spartid. Et très sincèrement, enfin moi, si j'ai un conseil à donner, n'essayez pas de faire ce que vous pouvez trouver ailleurs et qui marche très bien. Et c'est la force là pour le coup de Spartid. Et bon, j'ai aucun intérêt. Moi, j'ai pas d'action chez Spartid, mais voilà, l'appli fonctionne bien, elle est personnalisable et voilà, on s'est largement appuyé là-dessus. Et ensuite, bien évidemment, la communication là-dessus, un savant mélange, je dirais, de digital et aussi un peu ce fameux kit qui était là, qui était matérialisé, qu'on pouvait toucher avec un poster, on renvoyait le QR code pour aller, on flashait le code, on installait l'appli et on pouvait commencer à participer au challenge. Donc là-dessus, rien à dire et voilà. Pour les premiers conseils, je dirais, bien identifier ses cibles en interne, en externe, s'appuyer sur donc un bon prestataire et jouer sur une communication directe, comme c'est écrit sur la slide, sans problème. Et pour continuer, d'ailleurs pour conclure cette partie communication, avant de passer à la partie animation, comment ont réagi les établissements que vous avez contactés quand vous leur avez dit que vous changez de format? Plutôt bien. Là-dessus, Gérald pourra confirmer, mais il y avait, alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les 100 minutes, ça commence c'est un petit peu une institution. Les établissements attendent cet événement tous les ans puisque ça crée une animation. Il y a une carotte aussi au bout pour les participants et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, le fait que les 100 minutes soient maintenues, déjà, ils étaient soulagés. Ensuite, en leur disant, on change de format, encore une fois, je pense que c'est un tout, en fait, puisqu'il y avait ce contexte sanitaire compliqué. Donc, on leur a dit, on maintient l'opération, mais on vient pas. Donc, c'était tout bénef pour eux, en fait, Ils n'avaient pas à se casser la tête, à se dire, oh là là, comment ça va se passer, les jeunes, les intervenants externes, la caravane qui arrive. Donc, au final, je regarde un peu Gérald s'il a des compléments d'informations à donner, mais je pense que ça a été plutôt très bien accueilli. Oui, c'est ça. Et puis aussi passer sur ces outils un peu innovants. Il y a eu une découverte, on va dire, des deux parties, de notre côté, comme Anthony le disait, mais également de la partie des côté établissement et côté également apprenant. Le fait ça a un peu même, pour anecdote, ça a même un peu bousculé les cultures parce que les jeunes se sont trouvés à utiliser le téléphone portable pour pouvoir jouer et acquérir des connaissances, des compétences prévention avec leur mobile, chose que avant les enseignants faisaient un peu la chasse à cet outil quelque part maléfique pour eux. C'est ça, donc ça a été aussi un bouleversement qui est très bien passé, qui nous a été remonté, enfin les retours positifs qu'on a pu faire, parce qu'on a eu une petite enquête derrière de satisfaction auprès de ces établissements, le côté innovant, le côté dynamique de l'outil, le côté personnalisable, le côté ludique a vraiment matché sur ces cibles-là. Ok, très clair. Et du coup, ça c'était plutôt en amont, au moment où vous avez lancé le projet. Pendant le projet lui-même, là on va plus parler d'animation du coup de votre formation. Quels ont été les axes que vous avez mis en avant? Quels sont les conseils finalement qu'aujourd'hui vous pouvez donner après avoir du coup animé pendant ces quelques semaines, ces quelques mois ce projet?
Gérald a commencé à en parler. Il y a ce côté, on a le mobile learning, hein, les profs, les enseignants sont plutôt contre l'utilisation du téléphone portable. Là, on a pris un peu le contre-pied. On leur a dit, on va se servir du téléphone portable pour pousser des messages de prévention et pour faire progresser vos apprenants en prévention. Donc, et là-dessus, ça a été un carton plein. C'est cette flexibilité qu'offre aussi bien l'application et le device en lui-même. Aujourd'hui, quel jeune, je parle de jeune, mais qui n'a pas un téléphone dans sa poche et un smartphone dans sa poche? Bien sûr. Tout le monde en a un. Donc là-dessus, je dirais qu'il y avait, on prenait pas de risque. On prenait pas de risque, oui et non, parce qu'on connaissait pas vraiment l'accueil que ça allait avoir. On pouvait pas imaginer l'accueil que ça allait avoir. Résultat, l'accueil a été très bon. Je disais encore une interview on a fait une petite interview du vainqueur du Grand Prix de cette année. Bon, un des verbatim qui ressort, c'est si on m'avait dit que j'allais apprendre en utilisant mon téléphone portable, je l'aurais pas cru. Bon, voilà. Rien que ça, pour moi, c'est une opération, c'est converti, quoi. L'essai, il est transformé. La compétitivité, le fait de pouvoir se lancer des challenges entre eux. Encore une fois, on est sur une cible et c'est important, c'est connaître sa cible, savoir qu'est-ce qu'elle attend, de quoi elle a envie. Bon, quand on dit à un jeune de 17 ou 18 ans, permettez-moi l'expression, tu vas te tirer la bourre avec ton collègue dans la classe pour savoir qui est le meilleur, c'est pareil. On enfonce un peu une porte ouverte, mais ça marche. Ils se challengeaient les uns les autres, challengeaient leurs profs, donc c'était hyper intéressant. L'incentive, là c'est pareil. On s'est posé la question de, faut savoir qu'à l'époque où les 100 minutes n'étaient pas digitales, les prix étaient différents. Et ça, c'est aussi je dirais une information à prendre en compte dans la réflexion. Il y avait un tel coût pour faire tourner cette fameuse caravane qui se déplaçait d'établissement en établissement, qu'on n'avait pas forcément les mêmes budgets qu'on pouvait allouer, je dirais, à la pyramide de gains. Là, pour cette année, c'était un iPhone 12, une PS5, des bons chez Decathlon d'une valeur significative. Donc voilà, vous mettez la carotte au bout. Ça marche aussi à tous les coups et il y a eu un très très fort engouement, Et enfin, encore une fois, l'animation, c'est bien joli. Hein. Gérald, il est dans le Nord, moi je suis à Paris et on a animé avec nos collègues un concours dans toute la France. Donc on était obligé de s'appuyer sur le local malgré tout. Donc aussi bien nos conseillers qui se déplaçaient de temps en temps dans quelques établissements, ils n'ont pas pu aller visiter les 150 établissements bien entendu, mais aussi les référents qu'on a dans chaque établissement. Donc chaque CFA, chaque lycée pro a un référent et donc ça nous permettait, si vous voulez, de encore une fois faire passer le message, rebooster un peu les jeunes qui participaient peut-être pas forcément en temps et en heure ou qui répondaient pas aux questions. Donc ça nous permettait d'avoir des petites piqûres de rappel directement au sein des établissements. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Donc c'est un savant mélange en fait on va dire de digital finalement. C'est un terme qui va bien. On est sur du digital et sur de l'animation aussi physique, qui fait que ça a fonctionné. Ok, très clair. Et du coup, ces référents, c'est eux qui ont joué aussi, alors que ce soit dans l'animation, mais aussi dans la communication initialement. C'est sur eux que vous vous êtes appuyé pour communiquer au départ avec tous les joueurs, mettre les affiches, etc. Absolument. Là-dessus, on s'est appuyé sur ce réseau de référents qui a réceptionné le kit, qui l'a mis en place dans les établissements. Donc il y avait le kit, je dirais, à afficher avec ce fameux poster. Et il y avait également Gérald avait fait un guide d'utilisateur, on va dire, où on expliquait un petit peu le process, le déroulé. Vous affichez le poster bien évidemment. Ensuite, vous flashez le QR code avec ce système qu'on a mis en place avec vous de Magic Code, qui nous a permis d'identifier à chaque fois quel joueur appartenait à quel établissement, puisque là, Gérald pourra vous en parler s'il veut tout à l'heure, c'est que derrière le retraitement de la donnée,
est quand même important, parce que quand on a 17 000 joueurs de 150 établissements différents, c'est pas évident, et donc il a fallu faire des classements et ainsi de suite, donc c'était assez important. Mais oui, bien sûr, c'est vraiment les référents locaux qui ont contribué au développement et à l'animation de ce challenge. Vous parlez d'ailleurs. Oui, pardon, allez-y, Gérald. J'allais juste ajouter, effectivement, en fait, les informations, elles ont été croisées physiquement, c'est-à-dire que les collègues ont fait la promotion d'événements via le kit, comme Anthony vient d'expliquer, mais également sont allés chercher les différents contacts de chacun des établissements. L'idée, c'était de mailler et d'avoir des référents aussi dans ces établissements, des contacts vraiment très ciblés. Donc forcément, le responsable de l'établissement, parce que ça paraît un immanquable, hein, c'est lui qui porte le projet, qui met les moyens à disposition dans son établissement. On a également identifié le responsable pédagogique. Lui, il avait, on va dire, un peu comme mission de motiver les enseignants au déploiement de cet outil, d'intégrer ce projet-là dans le projet de l'établissement. Et puis également, on a, dans les établissements qui en sont dotés, touché la personne qui était en charge de l'animation socio-éducative, qui lui était plutôt en contact direct avec les apprenants. Je pense à la pause, le midi, à l'intercours, qui était là aussi pour booster plutôt le côté jeune. Parce que Anthony a parlé des gains qu'on a mis en place pour les jeunes, mais il ne faut pas oublier, c'est qu'on a également motivé les établissements en mettant des lots aussi au meilleur établissement qui a motivé la façon la plus optimum, c'est trop, quoi. Donc on avait mis un baby-foot et puis quelques bons décathlons aussi pour cet établissement. Et ils se sont aussi, ils ont vraiment joué le jeu comme les apprenants, quoi. Voilà. Et c'est ce qui a contribué à la réussite de ce projet. Et je vois d'ailleurs une question dans le chat qui rebondit un petit peu sur ce que vous êtes en train de dire. Pour le traitement des données, la segmentation par établissement se fait-elle au début, après? Et pouvez-vous suivre par établissement du coup ces classements-là? Alors oui, c'est là où la réflexion en amont, et on a été également épaulé par les services, hein, parce que l'application, il n'y a pas que ce qui se passe physiquement devant le joueur, hein. Il y a également tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire la création de l'événement, et c'est là où on a été accompagné par les équipes Spartid, hein, sur comment créer notre segmentation pour pouvoir derrière avoir ces données très significatives. Et oui, on peut avoir les données, on les avait par établissement, ce qui nous a permis d'avoir différentes typologies de classement. Pour cet événement-là, on avait 2 questionnaires, un questionnaire qui était dédié aux apprenants dans les filières bâtiments, un questionnaire dans les filières TP. On a proposé un classement national, donc il a fallu croiser toutes ces données-là. Et pour certains établissements, ils ont vraiment joué le jeu à fond, puisqu'ils ont même mis en jeu des lots au sein de leur établissement. Donc il a fallu répondre en se disant, voilà, moi je veux le classement dans mon établissement parce que je veux savoir qui était le premier, qui était le deuxième de mon établissement. Et ça, le back-office de l'appli a permis de le faire. Et en parlant de classement, il y avait la partie du coup challenge, donc les questions-réponses, il y avait aussi les battles qui étaient prises en compte. Oui, c'était un facteur qu'on avait mis, qui nous a plu. Anthony l'a évoqué tout à l'heure, hein. Alors, l'application proposait du contenu, on va dire, directement aux participants. Mais ce qu'on a voulu faire, et ce qui nous a plu dans l'application, c'est que le participant soit également acteur de cet apprentissage, de par le fait de lancer des défis à son copain, à des établissements complètement différents, un anonyme quelque part, voire même parfois les enseignants directement, quoi. Et réciproquement, hein, l'enseignant défie également ses apprenants. Et donc, de par ces défis-là aussi, on a attribué des points supplémentaires aux défis, aux gagnants des défis, pour pouvoir, en cumulant avec les points du challenge, établir un classement national. Et ça a plu aux joueurs, c'est la possibilité. Est-ce que je crois que c'est Anthony qui l'évoquait au départ, on a eu pas mal de battles, c'est ça? Ah oui, il y a eu un flot de battles. Enfin, Gérald confirmera, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé à un moment donné. Mais ça fait partie des axes dont on a parlé quand on a débriefé avec vous. C'est parti, hein, voilà, il y avait cette possibilité de faire des battles et de gagner plus de points. Bon, quand on voit les cadeaux qu'il y a au bout, il
y a des petits malins qui se sont amusés à faire des battles régulièrement. Et un dernier point sur lequel je voudrais revenir, je vous avoue que j'en ai pas parlé, et c'est une erreur de ma part. C'est la partie, le relais également sur les réseaux sociaux qu'on a fait de cette opération, parce que encore une fois, par rapport à la cible qu'on voulait toucher, c'était impensable de pas passer par les réseaux sociaux. Donc là-dessus, on a fait une campagne de publication sponsorisée, donc sur Facebook et sur Instagram. Ça a extrêmement bien marché, puisque c'est des plateformes qui proposent également de cibler avec leurs algorithmes, si on a une sensibilité pour le bâtiment ou pas. Donc voilà, on a largement diffusé, et je pense que ça a aussi également permis de créer le buzz et d'avoir un peu cet effet boule de neige sur le concours. Ouais, évidemment. Et du coup, pour la suite, j'ai envie de dire, l'édition 2022, elle arrive à grands pas. Vous nous parliez tout à l'heure des choses qu'il allait peut-être falloir améliorer ou en tout cas modifier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, que ce soit sur la communication, ce que vous allez faire évoluer, sur l'animation elle-même, ou d'ailleurs tout autre sujet pour la suite? Oui, moi je vais parler de la partie com, et je laisserai Gérald prendre la suite sur le reste. Moi, sur la partie com, compte tenu du temps qu'on avait cette année, j'ai pas suffisamment, et c'est un regret, mais on va arranger ça pour la prochaine édition. Communiquer avec les CFA. Il faut qu'on soit beaucoup plus proche des CFA, justement sur la partie RS, réseau social, se mettre beaucoup plus en relation avec les différents community managers pour qu'il y ait un relais encore plus fort, et pourquoi pas aller investir un nouveau réseau où on sait pareil que notre cible est extrêmement présente. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours, voir si on va pas faire quelque chose sur TikTok. Voilà, il y a plein de choses à faire. On est en train de voir comment on va s'organiser, et je laisse Gérald pour la suite, parce que on en a discuté aussi, donc je pense que c'est assez clair pour nous sur les autres axes d'amélioration. Alors de notre côté, du côté règlement de jeu, on va pouvoir également, on est en train de réviser tout ça. On était parti sur un challenge national, mais de par ce que permet l'application, on va même pouvoir descendre plus finement, et c'était une demande aussi des établissements de dire, ok, il y a des lots au niveau national, mais nous, on voudrait aussi regarder au niveau local. Donc on va ouvrir le concours, on va dire sous deux étapes. Un événement régional, donc un concours régional, et puis identifier les meilleurs au niveau national, donc faire un peu une espèce de classement en 2 temps. Ça va nous permettre également de mettre plus de lots à disposition. Ça, c'était une demande. On a été, comme disait Anthony, on a été un peu surpris du succès, ce qui nous a plu, ça c'était sûr. Mais on a été surpris du retour. C'était une grande première pour nous. C'est pas quelque chose qu'on maîtrisait. Déjà, le fait d'utiliser une appli comme ça dédiée, d'ouvrir un concours national, donc c'était des grandes premières, et l'engouement de l'année 2021 va effectivement nous faire pencher sur le fait d'ouvrir plus de lots, de regarder tout ça pour 2022. Et puis également travailler avec les équipes Spartik pour aller un peu plus loin dans le développement de l'application, aller plus finement analyser ce qui se passe au niveau des battles, regarder, avoir quelques améliorations qui vont être plus pertinentes pour les joueurs, et rendre rendre le jeu et les questions qui vont leur être posées plus sympa, quoi. Il y a un point sur lequel je vais revenir qui nous pose encore problème aujourd'hui, parce que tout n'a pas été parfait. Donc pour les gens qui nous écoutent, sécurisez vos lots bien en amont. Ne négligez pas cette partie-là. Et nous, on l'a appris à nos dépens, parce que la PS5, on l'a toujours pas pour notre gagnant, et c'est bien dommage. Donc voilà, moi, si je peux me permettre un conseil, c'est sécuriser vos lots, achetez-les, mettez-les sous clé. Avant le challenge. Ouais, non, clairement. Moi, si on m'avait dit il y a 1 an, tu vas avoir du mal à trouver une console de jeu, mais c'est arrivé. Donc voilà.
Bon, elle va arriver un jour, hein, Ouais. C'est vrai que pour finir un petit peu sur cette partie axe d'amélioration, c'est vrai que la fonctionnalité ambassadeur qui vient d'être développée chez Spartid et qui du coup va être testée bientôt va vous permettre justement de donner accès à vos relais terrain à un peu plus d'informations sur leurs joueurs directement dans l'application, ce qui n'était pas possible avant. Donc ça, c'est sûr que de notre côté aussi, on va pouvoir justement animer un petit peu plus en profondeur grâce à cette fonctionnalité. Je suis en train de regarder en parallèle le chat pour voir s'il y a des questions supplémentaires. Oui. Alors, pensez-vous utiliser Spartid dans l'apprentissage de vos collaborateurs ou bien comptez-vous vous en servir que pour les événements Alors, bon, vas-y Gérald, parce que c'est un sujet d'actualité. Oui, alors pour information, l'application, comme je disais, c'était une première pour nous. Hein. On l'a également ouverte. Hein, on a créé un Magic Code dédié aux collègues au PPBTP pour qu'ils puissent on va dire, jouer aussi de leur côté, voire découvrir ce que ce nouvel outil chez nous. Ça a plutôt plu. Et effectivement, c'est des questions, c'est des retours qui nous sont faits, des demandes même, sur le fait de pouvoir utiliser cette solution-là pour des événements, que ce soit des salons, des séminaires, voire même d'autres outils chez nous, quoi. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a en réflexion. De ma part, moi, je suis plutôt focalisé sur le côté événementiel 100 minutes. Donc là, je vais laisser la main à d'autres collègues chez nous qui vont peut-être qui sont en cours de discussion, prendre le relais pour pouvoir utiliser cette application à d'autres fins chez nous. Vous aviez joué d'ailleurs au challenge, un petit peu indirectement, mais je crois que vous pouviez être challengé aussi par les apprenants, si mes souvenirs sont bons. Oui, l'anecdote aussi, c'est le secrétaire général qui a été de notre organisme, qui a été défié par des apprenants des établissements, et c'était plutôt sympa, quoi. Vraiment de faire tomber toutes les barrières quelque part, et puis de se retrouver comme ça, confronté. Et tout le monde jouait le jeu, hein, que ce soit aussi bien les apprenants, ça c'est sûr, mais également chez nous également, hein, tous les collaborateurs ont joué le jeu aussi. Bon, super. Alors je regarde, je crois que c'était les deux questions. Merci en tout cas, Gérald. Merci Anthony pour cet échange et encore félicitations vraiment pour ce beau projet. Merci à vous. Une question de dernière minute. Ah non, c'était un remerciement, super. Pour la suite, en tout cas pour le prochain webinaire, on se retrouve en septembre avec la SNCF de notre côté. Gérald, Anthony, nous on se retrouvera bientôt pour 100 minutes pour la vie édition 2022. Et évidemment, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, le site internet, et ceux qui sont présents aujourd'hui avec nous peuvent même scanner ce QR code pour découvrir une des questions que vous aviez proposées, si mes souvenirs sont bons, à vos apprenants. Merci à tous, une très bonne journée, Gérald, Anthony, à tous ceux qui étaient présents avec nous, et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.